Bonsoir, bonsoir à tous. Installez-vous, je vous en prie. Bienvenue pour cette nouvelle conférence à la Cité du Vitrail. Alors, même si cette conférence ouvre ses portes dans la Cité du Vitrail, elle s'inscrit aujourd'hui étroitement avec la programmation du 27e congrès général de la Société française de physique qui s'est tenu à l'Université technologique de Troyes du 30 juin au 4 juillet dernier. Cette conférence est aussi étroitement liée à la présentation d'une installation plurisensorielle nommée Volvox, d'abord à l'UTT et ensuite à la Cité du Vitrail. Donc pour ce soir, nous avons la chance d'accueillir Bruno Palpan, qui est responsable du parcours recherche de Centrale Supélec, donc qui est lié à l'Université de Paris-Saclay, mais également directeur adjoint du laboratoire Lumine, Lumière, Matière, Interface, dans lequel il enseigne. Donc, Bruno Palpan, bonsoir. Avec vous, nous allons à la rencontre de la couleur, non pas de la couleur chimique, mais physique. Alors, contrairement aux couleurs chimiques qui peuvent être permises par l'utilisation, par exemple, de teintures ou de pigments, la couleur physique trouve son origine dans la structure même de la matière et dans sa capacité à projeter, à réfléchir ou non la lumière. Et donc ces propriétés physiques ont intéressé bien sûr très tôt les scientifiques, mais aussi les artistes qui ont su exploiter ces propriétés dans le domaine des arts visuels et des arts décoratifs. Alors cette conférence va se dérouler en 2 temps avec l'intervention de Bruno Palpan, et puis nous irons ensuite au premier étage dans les salles des Augustines, où se trouve actuellement jusqu'au dimanche 20 juillet, dans nos salles de la Cité, l'installation Volvox pour comprendre au regard des explications de Bruno un petit peu mieux en quoi consiste cette installation. Donc Bruno Palpan, un grand merci pour votre venue et je vous cède avec plaisir la parole. Merci beaucoup Julia, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. J'ai pas grand-chose d'autre à dire en guise d'introduction. Donc mon labo, en effet, c'est un labo principalement d'optique et de photonique, comme il en existe un très bon ici aussi à l'UTT qui s'appelle le L2N. Et on travaille sur l'interaction lumière-matière et beaucoup à la fois sur l'aspect fondamental et vers des applications avec pas mal de biologistes, des chimistes, des médecins, des gens qui font des sciences de l'ingénieur, des mathématiciens. Voilà, ça c'est pour le mot interface. Voilà, donc c'est un labo qui appartient à l'École normale supérieure Paris-Saclay, à Centrale Supélec, tout ça dans l'Université Paris-Saclay et également au CNRS, comme beaucoup de labos de recherche publique en France. Donc, comme l'a dit Julia, eh bien, je vais vous parler des couleurs d'origine physique. Alors, je ne suis absolument pas un spécialiste d'histoire de l'art, vous vous en rendrez compte assez vite. Moi, je suis physicien, je fais de l'optique et je m'intéresse en particulier aux nanomatériaux. Donc, ça représentera une partie de mon exposé. Et puis, c'est à la base de ce que vous verrez plus tard si vous nous suivez après la conférence dans la salle où est présenté Volvox. Donc, ces couleurs physiques, comme l'a dit Julia, elles vont se distinguer des couleurs chimiques par le fait que ici, la coloration n'est pas due à la présence de pigments. Alors, je pourrais rentrer dans le détail de comment la couleur est produite dans des pigments, mais ce que j'appelle couleurs physiques, ce sont des couleurs qui sont produites par de la structuration de la matière à des échelles au moins aussi petites que la longueur d'onde de la lumière, c'est-à-dire la distance caractéristique sur laquelle oscille ce qu'on appelle le champ électromagnétique, je vais y revenir après, qui, dans le domaine perçu par nos yeux, s'appelle le domaine du visible, qu'on appelle l'optique, qui est donc une toute petite sous-partie de tout le domaine électromagnétique. Alors, à titre d'exemple, toutes ces couleurs d'origine physique, je n'ai pas fait l'expérience sur l'ensemble de ce dont je vais vous parler, mais elles vont fournir une couleur qui est différente selon que vous plongez votre matériau dans des milieux différents. Donc, dans l'air, par exemple, la couleur que vous obtiendrez sera différente de celle que vous obtiendrez si vous plongez votre matériau dans l'eau ou dans l'éthanol. Tout ça, on le caractérise par l'indice de réfraction du milieu. Et c'est une propriété de la plupart de ces phénomènes physiques, c'est que le résultat coloré va dépendre de l'environnement de la matière.
Alors, mon exposé, je vais le diviser en 3 parties. Je vais vous faire un petit descriptif. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure, hein. Un petit descriptif des effets optiques dont je parlerai dans la 2e et la 3e partie. Ensuite, on verra comment, à travers les siècles, on a utilisé parfois, voire souvent, sans le savoir, des phénomènes physiques pour produire de la couleur. Je les ai classés en 3 catégories, donc ce qu'on appelle les couleurs interférentielles, qui vont jouer avec la nature ondulatoire de la lumière, des couleurs plasmoniques, je vous expliquerai ce que c'est, et puis parfois des combinaisons de ces 2 choses ou des effets plus complexes. Et pour terminer, je vous montrerai comment aujourd'hui l'art contemporain vraiment s'empare, en particulier à travers des actions de type art et sciences, s'empare des possibilités offertes par l'optique et la physique, voire la recherche, pour produire de nouvelles œuvres. Alors, on va parler d'abord d'effets optiques. Vous avez ici un bel exemple. Alors, Maurice Cornelius Escher, il est super parce qu'il m'a permis d'illustrer plein de choses sur la physique. Vous avez un truc qui s'appelle 3 mondes, et en effet, du point de vue optique, on a 3 effets différents. La lumière, elle vient, on imagine, du soleil, pourquoi pas d'un clair de lune. Mais ce que l'on perçoit ici, c'est 3 choses. Vous voyez des feuilles à la surface de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle une observation classique en réflexion diffuse. La lumière arrive sur les feuilles. Les feuilles ne sont pas la source de lumière. En revanche, elles renvoient de la lumière de manière diffusante, et une partie est perçue par notre œil. Ensuite, on voit clairement la réflexion des arbres. Ici, donc là, on a la lumière qui rebondit à la surface de l'eau. Ça, c'est de la réflexion qu'on pourrait qualifier de spéculaire parce que sa direction est précise, contrairement à la réflexion diffuse. Et enfin, on a de la réfraction parce qu'on arrive à observer ce poisson qui, visiblement, se trouve sous la surface de l'eau. Donc là, c'est de la lumière qui est arrivée sur le poisson et qui est ensuite réfractée à travers le milieu, puis traverse l'interface liquide-air et arrive sur notre œil. Voilà, donc pour illustrer ça, vous avez la réfraction. Vous voyez ici, je passe on va dire que c'est un bout de verre, là, un bout de verre à l'air. Eh bien, on a un changement de direction de la lumière. Donc, Escher a utilisé ça, exploité ça, ici, à travers ce balcon, observé, comme si on l'observait à travers une bille en verre. Et puis, on a le phénomène d'absorption de la lumière, le fait que l'intensité lumineuse diminue au fur et à mesure de sa propagation dans certains milieux, qu'on va qualifier d'absorbants. Donc la lumière perd son énergie, et puis au final, si le milieu est assez épais, eh bien, on ne voit plus de lumière, donc on observe du noir. Donc on voit par exemple, typiquement, les lunettes de soleil d'Andy Warhol, elles ont un effet optique basé sur le phénomène d'absorption. Voilà, après on a la fameuse réflexion spéculaire, c'est-à-dire que on envoie une onde incidente sous un certain angle sur une surface réfléchissante, eh bien, on va récupérer l'onde réfléchie exactement au même angle que l'angle incident. Et donc là, j'ai illustré ça parce que ce fameux portrait des époux Arnolfini de Van Eyck, où il y a cette fameuse scène du miroir ici, et là, vous avez un bel exemple de réflexion spéculaire qui est illustré. Alors là, les œuvres que j'ai choisies, ce n'est pas des œuvres qui exploitent les couleurs physiques, c'est des œuvres qui me permettent d'illustrer les différents phénomènes pour cette première partie. Ensuite, on a la diffusion, donc le fait qu'un milieu peut faire changer la lumière de direction. Donc typiquement, c'est ce qu'a voulu représenter Monet sur ce tableau ici. On a une image dans le brouillard du Parlement de Londres où on va dire tous les bords sont flous, contrairement à ce qu'on peut observer en réflexion spéculaire. Donc ça, c'est typiquement dû à la diffusion par le brouillard, par la brume. Et puis, on a des types de diffusion un peu particuliers. Selon la taille des objets qui diffusent la lumière, on va distinguer différents régimes en tant que physicien. Et je vous ai illustré ça ici. Donc là, je vous ai représenté à un instant donné une onde. En l'occurrence ici, pour moi, une onde électromagnétique. On en reparlera, mais une onde électromagnétique, c'est principalement un effet électrique et un effet magnétique qui s'échangent très vite de l'énergie tout en se propageant.
Et voilà, là j'ai représenté une petite bille qui va diffuser la lumière. Si cette petite bille est petite devant la longueur typique de l'oscillation, qu'on appelle la longueur d'onde, qui est ici, voilà, qui permet de retrouver la périodicité de l'onde, eh bien on va avoir, pour nous, si la bille n'est pas absorbante, on a de la diffusion qu'on appelle diffusion Rayleigh, parce que l'ordre Rayleigh, c'est celui qui a formalisé la chose, et c'est typiquement ce qui explique la couleur bleue du ciel, parce que la diffusion Rayleigh est très dépendante de la longueur d'onde. Donc, dans le spectre solaire, la partie bleue du spectre est beaucoup plus efficacement diffusée que la partie rouge du spectre à l'autre bout du spectre. Okay, donc, c'est pour ça que lorsque les rayons du soleil atteignent les molécules de l'air, eh bien, seule la partie bleue est diffusée de manière très efficace dans d'autres directions, y compris celles qui permettent d'atteindre notre œil. Et pour des objets beaucoup plus gros, dont la taille est typiquement celle de la longueur d'onde, eh bien, on a un autre type de diffusion qu'on appelle la diffusion de Mie et qui explique typiquement la coloration du lait, par exemple, qui est beaucoup moins sensible à la longueur d'onde et qui permet aussi d'expliquer pourquoi les nuages sont blancs quand ils sont peu épais, voire très sombres quand ils sont très épais, parce qu'on a eu tellement de diffusion qu'il n'y a plus de lumière qui peut les traverser. Ensuite, on a le phénomène de dispersion. La dispersion, c'est le fait de disperser les différentes composantes colorées de la lumière. Donc la lumière blanche, elle contient un grand nombre de longueurs d'onde, un grand nombre de couleurs mélangées. Et par exemple ici, dans cette expérience du prisme de Newton, eh bien, la dispersion dans le vert permet de séparer spatialement les différentes composantes colorées de cette lumière blanche. Et donc, dans les différentes découvertes de Newton, il y a les fameux disques de Newton qui ont été illustrés par Kupka au début du XXe siècle ici. Alors, les disques de Newton, ce n'est pas de la dispersion directement, c'est plutôt un effet interférentiel avec les ondes. Mais j'ai trouvé intéressant qu'un artiste au début du XXe siècle s'intéresse à peindre le phénomène observé par Newton, un phénomène qui produit des couleurs. Voilà, à partir de la lumière blanche. Donc, comme je vous l'ai dit, la lumière, c'est un phénomène ondulatoire, un phénomène électrique couplé à un phénomène magnétique qui se propage, qui peuvent agir sur la matière, en particulier sur les charges électriques dans la matière. Et qui dit onde dit possibilité de faire des interférences. Et donc, vous voyez ici que ces deux ondes illustrées par Escher dans l'eau, là, elles vont bientôt interférer lorsqu'elles se seront propagées d'une distance suffisante. Donc ça a été illustré. Alors, j'ai choisi ici deux exemples. Un de Bérénice Abbott avec une magnifique photographie d'interférence. On voit bien que le résultat de la superposition des deux ondes créées par ces deux objets vibrants à la surface de l'eau va donner des directions particulières. Ça, c'est typique d'un résultat d'interférence. Et puis ici, Assis a illustré à sa manière le phénomène d'interférence. Alors là, c'est déjà plus poétique que la photographie elle-même. Voilà, donc ça c'était pour une petite introduction aux différents phénomènes dont je vais parler maintenant et pour lesquels je vais vous montrer que leur exploitation à des fins de coloration a pu donner des choses intéressantes. Ici vous avez une opale naturelle, donc l'opale elle est typiquement due, l'effet coloré des opales, naturel ou artificiel, est typiquement dû à des effets interférentiels des ondes et pas du tout à la présence de pigments. Alors, qu'est-ce qui se passe lors d'une réflexion ou d'une transmission d'une onde à une interface? Donc, je fais cette petite expérience de pensée. J'envoie une onde de ce milieu vers ce milieu différent. Ça peut être par exemple de l'air et du verre. Et vous avez vu qu'il y a une partie de l'onde qui a été transmise alors qu'une autre partie a été réfléchie. Ça, c'est classique. On n'a pas besoin de savoir qu'on a une onde pour connaître ce phénomène-là. Maintenant, si le milieu 2, on va l'appeler le milieu 2, a une épaisseur limitée, une épaisseur finie, eh bien, on va pouvoir superposer ces ondes de diverses manières. Vous voyez que, premièrement, vous avez toujours cette partie incidente, la partie qui est transmise de plus faible intensité et la partie qui est réfléchie ici. Sauf que lors de la deuxième
interface ici, à la deuxième interface, vous avez une deuxième réflexion. Et au final, vous retrouvez ici avec une superposition d'ondes qui peuvent se retrouver soit, on dit, en phase, c'est-à-dire que leurs amplitudes vont s'ajouter, vous allez augmenter l'intensité lumineuse de l'onde réfléchie grâce à ce phénomène, soit au contraire, vous pouvez la diminuer. Donc typiquement, sur des appareils photo, peut-être sur la caméra là-bas, vous avez des revêtements optiques qui sont des couches minces et qui vous permettent, par exemple, de diminuer les réflexions parasites en jouant sur ces aspects d'ondes destructives pour la lumière. On empêche la réflexion d'être efficace grâce à cette superposition. De la même manière, on peut empêcher la transmission d'être efficace. Donc, on peut fabriquer de très bons miroirs en se basant sur ce principe de superposition d'ondes en phase ou pas. Alors là, pour expliquer l'opalescence, on est amené à parler de cristal photonique. Donc, vous voyez que je reprends le même principe de la couche mince, sauf qu'ici, je vais en empiler plusieurs de propriétés différentes. Si j'envoie de la lumière verte là-dessus, à un certain angle par rapport à la surface, eh bien, je peux me retrouver avec des ondes multiplement réfléchies par les différentes interfaces qui composent ce qu'on appelle ce cristal photonique, de manière à ce que ces ondes réfléchies soient toutes en phase. Et donc là, j'ai fabriqué un très bon miroir pour cette lumière verte. Si maintenant je change l'angle d'arrivée, vous voyez que ça ne marche plus parce que les ondes, elles ne sont plus toutes en phase et donc leurs amplitudes s'ajoutent de manière à créer au final un bruit et presque une réflexion quasi nulle. En revanche, si je change de longueur d'onde, donc je change de couleur, eh bien, je peux à nouveau retrouver une superposition en phase des ondes réfléchies, sauf que ça va se passer à un angle qui est différent de celui pour lequel j'avais cette superposition constructive pour la lumière verte. Donc le résultat, c'est par exemple l'opalescence. Donc l'opalescence, elle est produite dans des empilements de petits objets dont l'indice de réfraction, dont les propriétés optiques sont différentes de celles de leur environnement. Tout est transparent ici et pourtant on a des effets colorés. On a un cristal photonique qui est à 3 dimensions pour le coup et on fabrique de la diffraction. C'est exactement la même chose que lorsque on fait de la diffraction des rayons X dans un cristal, sauf que dans le cas des rayons X, ça se fait à des échelles spatiales beaucoup plus petites, c'est-à-dire dues aux ondes multiplement diffusées par les atomes périodiquement répartis dans un cristal. Donc on a exactement la même chose ici, mais pour des longueurs d'onde beaucoup plus grandes que celles que l'on a dans le domaine des rayons X. Donc j'envoie de la lumière, cette lumière dans une blanche par exemple, dans une certaine direction, cette lumière va produire une réflexion très efficace. Et puis, à d'autres angles, j'aurai d'autres couleurs parce que la réflexion efficace se passera à pour des angles différents selon la longueur d'onde. Donc, des illustrations de l'exploitation de ce truc-là, c'est typiquement fin du 19e siècle et début du 20e. Vous avez 2 exemples, c'est le verre américain. Louis Comfort Tiffany a été à l'origine de ça. Et vous voyez ici ce magnifique vitrail de Toulouse-Lautrec que j'ai eu la surprise de voir tout récemment au musée d'Orsay, dans une super expo temporaire sur des affiches de fin 19e. Et donc ce vitrail le tableau de Lautrec a été ensuite fabriqué sous forme de vitrail en verre américain dans l'atelier de Tiffany. Et ce verre américain, il présente, alors évidemment ici on ne le voit pas bien parce que l'aspect organisation de la matière disparaît dans la projection bien sûr, mais on a de l'opalescence très marquée à certains endroits de ce magnifique vitrail. Autre exploitation, c'est tous les objets en art déco. Par exemple, Lalique a exploité beaucoup l'opalescence. Vous voyez ici un magnifique récipient avec des perruches qui sont clairement opalescentes. Voilà, donc évidemment, il faut maîtriser la fabrication de ce verre pour qu'apparaisse cette structuration à petite échelle. Voilà, alors ensuite, une autre exploitation des interférences, c'est dans le domaine de la photographie et des premières photographies couleurs.
Là, on se situe à la moitié du 19e siècle, ou la deuxième moitié du 19e siècle. Je vous reparlerai tout à l'heure d'Edmond Becquerel, qui le premier a produit une photographie couleur. Et ici, je vais vous présenter le principe de la photographie couleur de Gabriel Lippmann, qui a donc obtenu, c'est un franco-luxembourgeois, qui a obtenu le prix Nobel en 1908. Et donc, il s'agit d'un principe interférentiel. L'idée est la suivante. Vous envoyez une onde de couleur verte à travers une plaque de verre qui est suivie d'une émulsion photographique, c'est-à-dire quelque chose qui va être modifié sous l'action de la lumière. Et puis, la présence d'une couche de mercure de l'autre côté, donc d'un liquide, permet d'avoir une bonne réflexion. Et pour certaines longueurs d'onde, on va former des ondes constructives telles que ces ondes vont s'ajouter et former des tranches dans lesquelles la lumière est intense de manière continue et des tranches dans lesquelles il n'y a pas de lumière parce que les ondes s'opposent, l'onde incidente et l'onde réfléchie. On appelle ça un miroir de Bragg et le résultat, c'est que, s'il veut bien avancer, eh bien, si on fait de la microscopie, on regarde ces émulsions une fois que la lumière a agi dessus, on s'aperçoit qu'il y a une alternance de zones dans lesquelles des nanoparticules d'argent ont été formées. Les émulsions, c'est principalement du chlorure d'argent. Donc on a eu une réaction chimique, photochimique, sous l'effet de l'onde qui a formé des nanoparticules, et entre les deux, des zones où il n'y en a pas. Et donc on se retrouve à nouveau avec un empilement de milieux, de matériaux qui ont des propriétés différentes, et donc on va se retrouver, comme je vous l'ai expliqué précédemment, avec le même genre d'effet interférentiel. Ce qui fait que maintenant, lorsque j'ai enlevé le mercure, le mercure est liquide, on a pu l'enlever, j'envoie de la lumière blanche, eh bien, puisque j'ai imprimé dans l'émulsion un réseau comme ceci de nanoparticules alternées avec des zones où il n'y en a pas, eh bien, je me retrouve avec un bon miroir pour la lumière verte, et donc je vais pouvoir observer la lumière verte, qui était celle qui, initialement, a permis d'imprimer l'émulsion. Le résultat, c'est celui-là, des couleurs extrêmement bien reproduites. Donc, vous avez un spectre solaire ici qui a été enregistré par Lippmann, et puis des photos plus élaborées comme celle-ci. Donc, tout ça, c'est fin 19e. C'est les premières des reproductions extrêmement fidèles des couleurs grâce à ces effets interférentiels dans l'émulsion. Alors, malheureusement, la technique n'a pas survécu à la trichromie de Kodak parce que, évidemment, il faut un temps de pause très long de manière à ce que la photochimie à l'intérieur de l'émulsion soit efficace. Le dispositif est complexe, il faut du mercure qu'on enlève ensuite. Tout ce que je vous ai raconté, c'est valable à un certain angle d'observation. Si vous vous doutez bien que puisque c'est interférentiel, si je change l'angle d'observation, les couleurs vont changer. Et puis, il est impossible de reproduire ces photographies couleurs. Voilà. En revanche, jouer sur les interférences pour reproduire des couleurs, eh bien, c'est exactement ce qui s'est fait plus tard avec l'holographie. Alors, évidemment, le principe est un peu différent, mais les deux approches se basent sur la nature ondulatoire de la lumière. Voilà, alors maintenant je vais vous parler des couleurs plasmoniques. J'ai reproduit ici ce magnifique vortex de Fabienne Verdier que vous pouvez admirer dans la cité de Vitrail et qui est typique de jaune d'argent. Donc vous avez ici une couleur jaune qui est due à la présence de tout petits objets en argent qui sont des nanocristaux. Et je vais tenter de vous expliquer brièvement ce dont il s'agit en termes de physique. Donc on va travailler avec des métaux nobles. Ça permet d'avoir un phénomène dans le domaine du visible. Les métaux nobles, ils sont assez particuliers parce qu'ils sont colorés à l'état naturel. Ça, c'est dû à un certain type d'électrons qui interagissent avec la lumière dans ces métaux. Le cuivre, eh bien, il a une couleur dans son état natif qui est plutôt rouge. L'or qui est jaune. Et puis l'argent qui est plutôt neutre
Dans toute la collection des métaux, l'argent est plus classique, on va dire. Néanmoins, si nous étions certains animaux, comme par exemple des papillons comme la pierrite du chou, eh bien l'argent nous apparaîtrait comme coloré, parce que lui aussi, il présente une couleur, mais juste dans le proche ultraviolet. Il nous échappe, mais que peuvent percevoir certains animaux. Vous remarquez aussi que ces 3 métaux sont extrêmement brillants, et ça, c'est dû au fait qu'ils sont très riches en électrons de conduction, c'est-à-dire les électrons libres dans le métal qui assurent la conduction électrique et la conduction de la chaleur dans les métaux. C'est grâce à cette grande richesse en électrons et le fait qu'ils sont très mobiles dans le métal qu'on peut expliquer la brillance de ces métaux. Ok, donc ça c'est sous la forme massive. On connaît tous ces couleurs-là. Maintenant, je tentais de vous expliquer ce qui se passe en faisant une analogie mécanique lorsque on va réduire le terrain de jeu des électrons à des dimensions beaucoup plus petites que la longueur d'onde. Donc on prend toujours du métal et on va le diviser très finement de manière à obtenir des morceaux de métal très petits devant la longueur d'onde qui caractérise la couleur dans la lumière visible. Donc imaginez que vous ayez un objet massif que je suspends à un ressort ici et que je trempe dans un liquide. Et cet objet, je vais l'écarter de sa position d'équilibre, je le lâche. Donc vous doutez bien qu'il va se mettre à osciller parce qu'il y a un ressort. Et puis, parce qu'il est dans un liquide, cette oscillation, elle va s'amortir. Donc c'est typiquement ce que j'ai représenté ici. Ça, c'est la hauteur de l'objet en fonction du temps. Ça oscille, et ça oscille en s'amortissant. L'énergie est perdue parce qu'il y a des frottements avec le liquide. Okay, et donc vous voyez qu'en ayant lâché l'objet, il existe une fréquence d'oscillation qui est typique de l'objet, qui va dépendre de la masse et de la raideur du ressort qui me permet de suspendre cette masse. Maintenant, si au lieu de lâcher l'objet, je lui applique une force avec une certaine fréquence et que je suis capable de faire varier cette fréquence, eh bien on va avoir un phénomène de résonance, c'est-à-dire qu'en faisant varier la fréquence de la force que j'applique à l'objet, lorsque je vais m'approcher de cette fréquence propre d'oscillation, je vais avoir une oscillation de très grande amplitude, on appelle ça une résonance, et je vais avoir un transfert optimal d'énergie de la force que j'applique de l'extérieur vers mon oscillateur. Okay, donc si je regarde en fonction de la fréquence, la puissance que je transfère de la force appliquée vers le système, c'est-à-dire l'oscillateur, eh bien, je vois que je vais avoir un maximum piqué autour de la fréquence propre d'oscillation qui était celle-ci. OK. Et puis, ensuite, si maintenant je fais mon analogie, eh bien, imaginez que vous ayez une petite bille de métal. Sa dimension est très petite devant la longueur d'onde, ce qui fait que lorsque vous allumez votre source lumineuse, vous avez ce phénomène électrique qui se propage et qui atteint l'objet. Et on parle de champ électrique. Ce champ va créer une force qui s'applique aux électrons qui sont contenus dans le métal. Comme cette bille de métal est très petite devant la longueur d'onde, à chaque instant, tous les électrons du métal voient exactement la même force avec la même direction. Ils se déplacent donc tous en bloc de manière collective. Okay, donc vous avez un déplacement des électrons. Et puisqu'il s'agit d'une onde, lumière, eh bien le champ électrique, lui, il oscille et donc il va forcer les électrons à osciller comme ça. Et il se trouve que si vous faites varier la longueur d'onde, donc la couleur de la lumière, vous allez pouvoir atteindre la fréquence, la longueur d'onde, à laquelle vous allez imprimer un mouvement maximal pour vos électrons. Et ces électrons, ils perdent leur énergie, ils interagissent avec d'autres choses, avec les ions dans le métal. L'énergie est perdue sous forme de chaleur principalement. Et on parle de résonance, ce qui fait que si vous envoyez de la lumière blanche sur ce type de petit objet métallique, eh bien, une certaine couleur va être perdue lors de l'interaction, dissipée par le mouvement électronique, parce que cette composante, on parle de composante spectrale, cette longueur d'onde-là va permettre de manière la plus efficace de mettre en mouvement les électrons et ensuite être dissipée sous une autre forme. Et donc, si je veux caractériser l'absorption de la lumière et que je fais varier la longueur d'onde, eh bien, lorsque je suis proche de cette longueur d'onde de résonance, qu'on appelle la résonance plasmon, je vais avoir un maximum d'absorption.
si c'est de la lumière blanche que j'ai envoyée, vous vous doutez bien qu'en sortie, je vais obtenir la même lumière blanche moins la partie de la lumière blanche qui a été absorbée par cette mise en mouvement des électrons dans le métal. Et ça n'existe pas si le métal est plus grand, parce que là, les électrons ont un comportement différent, ils n'oscillent pas tous en phase, et ça n'existe pas non plus si vous prenez un atome de métal, parce qu'il s'agit vraiment d'un phénomène collectif sur un nombre d'électrons assez... Alors ça c'est mon sujet de recherche et le sujet de recherche de pas mal de collègues ici dans le labo dont je vous ai parlé aussi au L2N. Ça a plusieurs conséquences. Les principales, c'est bien sûr un effet sur la couleur, c'est de ça dont on va parler, mais également le fait qu'on peut efficacement transformer de la lumière en chaleur. Vous envoyez de la lumière de manière macroscopique et vous vous retrouvez avec des petites billes nanométriques. Alors, un nanomètre, c'est 1/1000e de millimètre. C'est un truc qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Vous fabriquez des sources de chaleur de cette dimension en ayant envoyé de la lumière. Moi, par exemple, une partie de mes activités de recherche est tournée vers l'exploitation biomédicale de ce phénomène-là, en particulier pour des nouvelles thérapies. Donc, utiliser par exemple cette élévation de température locale pour faire de la délivrance de thérapies géniques localisées ou pour détruire des cellules cancéreuses par hyperthermie, mais le tout très localement, grâce à ces nano-objets. On a d'autres phénomènes, par exemple l'intensité de la lumière à toute proche distance des nanoparticules va se retrouver augmentée lorsque vous travaillez à la longueur d'onde de résonance. C'est ce qu'on appelle ici l'exaltation du champ local, c'est un peu barbare, mais je ne rentre pas dans les détails. Donc vous voyez l'effet typique, ça c'est un verre transparent, ça c'est le même verre, mais à la surface duquel on a déposé une couche micrométrique contenant des nanoparticules d'or. Vous voyez que la couleur obtenue, elle n'a rien à voir ni avec la transparence du verre, ni avec la couleur habituelle de l'or qu'on connaît, le jaune brillant. Et cette couleur rouge est typiquement due à la présence de ces nanoparticules qui absorbent la couleur complémentaire de ce rouge. Et donc, on se retrouve avec cette couleur parce que, grosso modo, les objets absorbent les composantes plutôt vert et vert-bleu. Alors, les origines de cette couleur, on appelle ça le vert rubis. Habituellement, on connaît bien ce qui s'est passé, on a des exemples de l'Antiquité romaine, mais on peut remonter plus loin. Alors là, en faisant un peu de biblio récemment, j'ai trouvé tout un travail qui date de 1936, qui a été publié par un chercheur, un archéologue d'Oxford, qui est apparemment un fin traducteur de l'écriture cunéiforme assyrienne et qui a travaillé sur une partie de l'incroyable bibliothèque de Ashurbanipal, donc plus de 30 000 tablettes cunéiformes retrouvées dans l'ancien palais à Ninive, qui est aujourd'hui en Irak. Certaines datent de moins 2700 et d'autres de moins 700 avant Jésus-Christ. Et sur certaines tablettes sont décrites les méthodes de fabrication d'objets colorés. Et parmi celles-ci se trouve la recette de fabrication de l'or rubis, qui n'était pas appelée comme ça à l'époque. Mais voilà, Reginald Campbell Thomson a analysé tout ça et a déduit qu'il s'agissait bien d'or rubis. Et le défi ici, pour fabriquer ces particules, donc le défi, c'est de dissoudre l'or. Et l'or, c'est un matériau qu'on a beaucoup de mal à attaquer, c'est très inerte chimiquement. Et la seule méthode qu'on connaisse, c'est ce qui s'appelle l'eau régale, c'est-à-dire un mélange très concentré d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique. Et il se trouve que, apparemment, dans une des tablettes, la recette de fabrication de l'eau régale, bien que la tablette soit endommagée, soit décrite selon cet auteur anglais du début du XXe siècle. Et donc, les Assyriens auraient déjà maîtrisé la fabrication de l'or rubis, c'est-à-dire de ce verre, c'est un peu dommage, de ce verre contenant des nanoparticules. Donc voilà, l'analyse est assez marrante dans ce bouquin parce que c'est un vrai travail d'enquête, en fait, de détective
de la part de l'auteur pour prouver que les Assyriens avaient bien la maîtrise de la fabrication de l'eau régale et donc qu'en effet, ils étaient en capacité de fabriquer des solutions contenant des ions d'or. Ensuite, on peut, en ajoutant différents composés, et les techniques ont peu évolué depuis, on peut réduire en espèces neutres et ensuite en chauffant, on va favoriser la diffusion de ces atomes dans le liquide qui vont se regrouper sous forme de tout petits cristaux qu'on fait croître et quand on arrête de chauffer, eh bien on a atteint la taille. Voilà, c'est revenu. Alors voilà typiquement le genre de solution qu'on obtient si on maîtrise l'eau régale. Là, c'est Michael Faraday, milieu du 19e siècle. Ces solutions sont encore stables aujourd'hui. Vous pouvez les admirer à Londres dans le musée Faraday. Donc là, c'est de l'eau principalement avec une toute petite fraction d'or. Et ici, des objets que Johann Kunkel a produits en très grande quantité à Potsdam, en sachant que Andreas Cassius, lui, il a écrit un bouquin dédié à l'or, vous voyez ici, à Auro, et en se basant principalement sur les travaux de son père, il a publié ça. Ça a eu beaucoup de succès parce que, entre autres, dedans, il décrivait cette recette pour fabriquer cet or rubis que, dès lors, on a appelé le pourpre de Cassius. Alors, d'autres exemples, très développés au début du XVIIIe dans les cours des souverains européens qui voulaient tous avoir leur vaisselle en pourpre de Cassius. Donc, exemple d'un gobelet ici. Et puis, plus tard, ça s'est décliné selon différentes versions. Là, vous voyez, avec une concentration en or beaucoup plus faible, une coloration rose dans toute cette famille qu'on appelle cranberry au XIXe siècle en Angleterre. Et puis, ça a également voyagé. En ce qui concerne les vitraux, alors on est tous réunis ici autour du vitrail. Je vous ai parlé tout à l'heure du jaune d'argent. Donc, le jaune d'argent, c'est une sous-famille de la grisaille. Vous avez, à partir du XIVe siècle, on a commencé à peindre les vitraux grâce à ce jaune d'argent, une coloration jaune qui est due à la fabrication de toutes petites particules d'argent. Ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'était principalement de l'or. Et l'argent, lui, il va donner cette coloration jaune. Vous avez un très bel exemple ici de Bourgogne. Là, on en a un autre en Pologne avec des armoiries et des décors en jaune d'argent. Alors, le rouge est possiblement dû à la présence de nanoparticules de cuivre. Ce qui est assez marrant, c'est qu'un jour, en visitant Sintra au Portugal, je suis tombé sur un vitrail dont le profil ressemble vraiment beaucoup à celui-ci. Donc, il doit y avoir une parenté, soit des souverains qui se sont fait tirer le portrait là, soit des artisans. Alors, une petite précision, c'est que dans la littérature, parfois, de manière un peu raccourcie, on lit que des nanoparticules d'or peuplent certains vitraux. À ma connaissance, il n'y a jamais aucun article scientifique qui a prouvé ça. En revanche, la couleur rouge dans pas mal de vitraux est due à la présence de nanoparticules de cuivre. Par exemple, à la Sainte-Chapelle, à Paris, vous avez des mélanges d'argent et de cuivre. Voilà, alors si on peut remonter, les vitraux, c'est principalement du verre, mais on peut également décrire des matériaux vitreux. On peut remonter très loin. On a trouvé des nanoparticules de cuivre et de cuprite, c'est-à-dire un oxyde de cuivre, dans des objets vitreux de l'âge de bronze ou de certaines dynasties égyptiennes, et tout au long des siècles, déclinés, comme je vous l'ai montré, selon des versions qui peuvent être très différentes. Ici, un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple de ces mosaïques dans des églises à Rome, entre le 4e et le 12e siècle, donc qui ont été identifiés par l'équipe de ce collègue, Marco Verita, ici. En particulier, toutes les couleurs des tons chers des personnages sont dues, avec ici un détail, vous pouvez voir les nuances de rose, soit très claires, soit plus soutenues, sont dues à la présence de nanoparticules d'or en très faible quantité, comme glaçure des tesselles de ces mosaïques. Autre déclinaison, vous avez le rose Pompadour. Je vous raconte ici une petite histoire. Jean Hello était l'un des directeurs de la manufacture de Vincennes, la manufacture royale pour la fabrication des céramiques.
À l'époque, il y avait une bataille entre l'Allemagne et la France pour la fabrication, pour maîtriser le procédé de fabrication de la porcelaine, que les Chinois maîtrisaient depuis très longtemps. Et c'est les Allemands qui ont découvert les premiers qu'à partir de kaolin, on était capable de fabriquer de la porcelaine. Alors du coup, les Français ils se sont rabattus sur la spécialisation dans la coloration des porcelaines. En Allemagne, c'était principalement à Mayence, mais en France, ça a été Sèvres. Et pourquoi Sèvres? C'est qu'ils se trouvaient un petit peu à l'étroit à Vincennes et qu'ils ont demandé au roi de pouvoir payer pour déménager, reconstruire une nouvelle manufacture à Sèvres, à l'ouest de Paris. Et Jean Helot a demandé de l'aide à Madame de Pompadour, qui était la favorite du roi à l'époque, et qui a intercédé en sa faveur. Le roi a accepté, la manufacture a été construite. Aujourd'hui, c'est un magnifique musée, la Cité de la Céramique. Et pour remercier Madame de Pompadour, Jean Helot a appelé la première famille fabriquée à Sèvres le rose Pompadour. Et ce rose, cette couleur rose, je ne me prononcerai pas sur l'aspect esthétique de la chose aujourd'hui, je dirais chacun ses goûts, mais la couleur rose est définitivement due à la présence de nanoparticules d'or sur la porcelaine, toujours en surface, pas en profondeur. Alors j'ai lu aussi que ça a eu tellement de succès que, puisqu'elle était très influente, Madame de Pompadour, elle a souhaité avoir des vêtements de cette couleur, des objets divers de cette couleur, et que dès lors, la couleur rose s'est imposée comme le symbole féminin par excellence. Voilà, vous voyez que les nanoparticules d'or, on les retrouve indirectement vraiment partout. Les jésuites, en particulier portugais, ils sont allés missionner, je dirais, au fin fond de l'Asie, entre autres au Japon, mais aussi en Chine. Et vous voyez qu'ici, en Chine, ils ont exporté hors d'Europe cette technique de fabrication de matériaux vitreux à base de nanoparticules. Et vous voyez un magnifique exemple ici d'un vase qui est assez grand, comme ça, qu'on peut voir au 4e étage du musée Guimet, et dans lequel les chrysanthèmes, ici, les nuances rosées des chrysanthèmes, sont dues à la présence de ces nanoparticules, et donc une couleur qui est due à la résonance plasma. Bon, voilà, on pourrait multiplier à l'envi les exemples. Voilà des exemples plus récents, des flacons de parfum ou des peintures de luxe pour l'automobile. Tout ça, ça contient des nanoparticules de métaux nobles, cuivre ou or pour ce cas-là. Alors, on peut faire aussi de la couleur à petite échelle. Voilà 2 exemples. Un sur lequel on avait travaillé il y a une dizaine d'années avec Thomasine, qui est ici et qui est une des co-autrices de Volvox qu'on verra tout à l'heure. Donc là, il s'agit d'un film polymère dans lequel on avait dispersé des particules d'or, non pas sphériques, mais sous forme de petits bâtonnets. Et on s'était amusé à passer un laser dessus. Je vous ai parlé de conversion photothermique. Avec un laser, on est capable, à la résonance plasmon des bâtonnets, de les chauffer suffisamment pour qu'ils fondent. Et en fondant, ils vont reprendre une forme différente. C'est ce qui explique que la résonance plasmon va se déplacer dans le spectre, c'est-à-dire qu'elle va avoir lieu pour une couleur différente. Et vous voyez ici, on a réussi à imprimer de la couleur bleue à partir de la fusion locale de ces petites entités. Ça, c'est un exemple qui est assez magique aussi. C'est à partir de nanoparticules d'aluminium de différentes tailles. Ce sont des plots cylindriques qui sont posés sur une surface, qui sont faits par des techniques élaborées. Eh bien, ces auteurs ont réussi à reproduire le tableau de Monet, mais vous voyez, à une échelle extrêmement petite, avec des nuances de couleurs qui sont assez incroyables, juste en jouant sur la taille des objets et sur leur couplage lorsqu'ils sont proches les uns des autres. Alors, en changeant un petit peu la distance entre 2 objets successifs, on arrive à faire varier la résonance plasmon de manière à obtenir des couleurs très différentes. Et puis, bien ça, on verra tout à l'heure. C'est Volvox. Donc la couleur bleue que vous voyez là, elle est due à la présence de nanoparticules d'or. On vous expliquera ça. Alors le lien entre cette résonance plasmon et la photographie couleur, c'est Edmond Becquerel. En 1848, il fabrique des images photochromatiques. Vous voyez que ce n'est pas très saturé. Néanmoins, on distingue bien ici un spectre solaire. Typiquement, c'est l'expérience du prisme de Newton que je vous ai montré tout à l'heure. On envoie la lumière du soleil dans le prisme. Ça disperse la lumière dans différents angles, selon la couleur.
et il a mis sa plaque et il a imprimé la couleur. Le problème, c'est que ces plaques, elles doivent être gardées dans le noir parce que dès qu'on les expose à la lumière, eh bien, elles continuent à réagir. Il y a eu pas mal de controverses sur l'origine physique de ça. Il y avait des tenants de l'explication interférentielle. Et assez récemment, vous voyez, en 2020, dans cette publication, Victor Dessauve et une équipe du C2RMF, c'est-à-dire le labo du Louvre et du Muséum d'histoire naturelle à Paris, ont montré que, en réalité, l'interaction de la lumière avec le mélange de chlorure d'argent dans l'émulsion modifiait la distribution en taille des nanoparticules. Donc une lumière d'une certaine couleur va faire disparaître par photochimie certaines particules, ce qui fait que lorsqu'on rééclaire l'objet, eh bien, on va obtenir toutes les couleurs moins celles correspondant à la distribution qui a disparu lors de l'impression initiale. Voilà. Alors évidemment, autant vous dire que cette technique a été vite abandonnée parce qu'elle était inexploitable dû au fait que dès qu'on la met à la lumière, elle évolue. Et puis en plus, les couleurs sont assez fades. Voilà. Mais il n'empêche que ça reste à ce jour la première photocouleur connue. Edmond Becquerel, c'était le fils d'un autre Becquerel et le père d'un autre Becquerel, tous deux plus connus que lui. Voilà. Et pour finir avec le plasmon, on peut faire de la plasmonique involontaire. Je vous ai mis 3 exemples sur lesquels je vais passer assez vite. En fait, tous les objets sur lesquels on a déposé de la feuille d'or, si on les laisse, si le support le permet et qu'on les laisse longtemps, c'est-à-dire plusieurs siècles, dans des environnements un peu humides, eh bien, ils vont évoluer. Et c'est assez récemment qu'on a compris pourquoi sur certains objets, certains décors, on voyait apparaître des taches violettes. Donc, vous voyez ici un exemple à l'Alhambra, avec des taches violettes qui sont apparues ici. On en voit un détail là. On voit ici aussi des restes de feuilles d'or, de dépôts d'or. Et en réalité, eh bien, c'est la corrosion, la présence d'eau et d'halogène qui dissout l'or, mais sur des temps très longs. Ce n'est pas comme l'eau régale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, dans le matériau qui sert de support, ici c'est du marbre, il y a des agents qui peuvent jouer le rôle de réducteur, c'est-à-dire qu'ils vont transformer les ions d'or positifs qui ont été produits en espèces neutres électriquement et à partir desquelles peuvent se former les nanoparticules si ces espèces neutres s'agglomèrent entre elles et forment des tout petits cristaux comme je vous l'ai décrit précédemment. Donc ça marche bien pour le marbre, ça marche aussi pour l'ivoire. Voilà un autre exemple beaucoup plus vieux, de moins de 200, c'est la petite herculanèse de Délos. Donc là, Philippe Jocquet m'a expliqué d'où venait cette coloration violette qu'on avait observée sur cette statue grecque. En fait, les statues étaient très colorées à l'origine. Aujourd'hui, on les connaît toutes blanches. Ça, c'est la spécialité de ce collègue, archéologue, qui travaille à l'école française d'Athènes. Et en fait, cette coloration violette, elle est vraiment due au fait que les feuilles d'or, au cours des siècles, se sont transformées partiellement en nanoparticules d'or, qui donnent cette couleur typique de la résonance plasmonique. Voilà, un dernier exemple, c'est sur ici de l'ivoire phénicien qui a été trouvé en Syrie. Et de la même manière, on a des colorations violettes qui, après analyse chimique, révèlent la présence d'or, mais sous forme de nanoparticules, et qui ont permis de déduire que ces objets étaient recouverts de feuilles d'or au départ, alors qu'aujourd'hui, là, on n'en voit plus du tout. Voilà, alors pour terminer cette classification, quelques exemples d'effets un peu plus complexes. Ça, on voit des couleurs différentes ici, très métallisées, et elles sont dues à la présence de nanoparticules d'argent et de cuivre, mais également au fait que ces particules sont prises dans un matériau vitreux de petite épaisseur, donc on va avoir aussi des effets interférentiels. Et l'exemple le plus connu, qui va nous permettre ensuite de passer à l'explication de Volvox quand on descendra quelques étages, c'est celui de la coupe de Lycurgue. Alors c'est une coupe qui est actuellement au British Museum, qui est un objet vraiment magnifique, qui fait à peu près 16 cm de haut. Le verre, donc c'est un bloc de verre, une coupe en verre qui a été gravée de manière extrêmement fine, un monobloc,
Donc déjà, la gravure est assez incroyable. Et puis, il y a un effet coloré qui nous laisse assez pantois, puisque ici, l'objet a été daté du IVe siècle, certainement issu d'un atelier dans la banlieue de Rome. Et vous voyez que le même objet, observé en réflexion diffuse, ici apparaissant plutôt verdâtre, va apparaître rouge lorsque la source lumineuse est placée à l'intérieur de l'objet ou derrière l'objet. Donc au British Museum, c'est très bien mis en scène, avec une source lumineuse qui alterne. On voit très bien les deux couleurs. Et ce truc-là, donc vous voyez une autre face de l'objet qui est celle qu'on montre habituellement. Vous voyez l'observation classique en réflexion diffuse, comme je vous observe là, comme vous me voyez. La source lumineuse est ailleurs, et si vous avez de la lumière qui vous arrive, c'est parce que j'en ai diffusé un petit peu. Alors que là, la source lumineuse, elle est à l'intérieur de l'objet, où elle vient du haut. Donc, elle traverse le matériau. Et cette explication, l'explication de ce phénomène qu'on appelle bichromatisme, elle vient du fait que l'objet contient des nanoparticules d'un alliage or-argent, avec un petit peu de cuivre également, des nanoparticules qui ont une taille moyenne telle que la résonance plasmon dont je vous ai parlé agit à la fois sur le phénomène d'absorption de la lumière, mais aussi sur le phénomène de diffusion de la lumière. Et selon les conditions d'observation, vous en reparlerez devant Volvox, parce qu'il s'agit exactement du même phénomène, selon les conditions d'observation, on va favoriser plutôt la diffusion ou plutôt l'absorption. Mais on ne voit pas l'absorption, on voit le complémentaire de l'absorption. C'est pour ça qu'on obtient deux couleurs qui sont quasiment des couleurs complémentaires dans le spectre visible. Donc, imaginez au IVe siècle des artisans qui étaient capables de non seulement maîtriser la gravure du verre de manière aussi fine, je vous ai dit 16 cm à peu près de hauteur, mais également de maîtriser la fabrication d'un tel matériau qui présentait ce bichromatisme. C'est assez incroyable. Voilà, alors la société Corning, Corning c'est une grande entreprise de verre aux États-Unis. Elle a réussi à fabriquer des verres avec des nanoparticules qui reproduisent assez fidèlement ces couleurs. Alors bien sûr, c'est moins beau parce qu'il n'y a pas la gravure du verre, mais le bichromatisme est bien. Autre exemple d'effet complexe, j'aime beaucoup celui-ci, il est moins connu. Ce sont des céramiques de la période abbasside. Donc toute une civilisation centrée avec une capitale dans ce qui est aujourd'hui Bagdad, et qui a diffusé beaucoup d'art et de culture, en particulier autour du bassin méditerranéen, mais pas que. Vous voyez ici un exemple de céramique à motif polychrome de la mosquée de Kérouan. Donc les céramiques avaient été directement importées de Bagdad. Et puis ici, 3 fragments de poterie qui viennent du site de Souz en Iran. Et là, c'est des conditions d'observation classiques, c'est-à-dire en réflexion diffuse. Et on voit des couleurs qui sont assez banales, je dirais, qu'on pourrait tout à fait obtenir avec des pigments issus de cendres ou de terre, d'oxyde de fer, etc. En revanche, si je change les conditions d'observation, les mêmes objets vont me fournir une couleur qui n'a plus rien à voir avec celle que j'obtiens en réflexion diffuse. Vous voyez ici des couleurs bleues et vertes qu'on n'aperçoit absolument pas là. Donc là, c'est une observation en réflexion spéculaire, c'est-à-dire qu'on a une source lumineuse ponctuelle qui envoie de la lumière dans une direction bien particulière et que j'observe sous le même angle en réflexion. Ok ? Donc si vous allez par exemple au département des arts de l'islam, au musée du Louvre, vous pouvez vous amuser avec certains objets qui ont des glaçures métalliques, des lustres métalliques. Vous pouvez vous amuser à détecter ce genre d'effet. On en voit quelques-uns. Donc là, on a quelque chose qui se rapproche de l'opalescence. Alors, à quoi est due cette couleur ? Elle est due au fait que ces polychromes de lustres métalliques contiennent des nanoparticules. Donc, on a des effets de type plasmonique, mais on a également, puisqu'on a plusieurs couches qui ont été déposées sur les poteries, on a des effets interférentiels du type de ceux que je vous ai décrits précédemment. Et le mélange des deux nous fournit ces couleurs incroyables. En tout cas, ces variations de couleurs. Voilà.
Et pour terminer, je vais vous présenter quelques exemples dans lesquels des artistes contemporains exploitent directement des propriétés physiques. Vous avez ici un réseau de diffraction qui est utilisé pour fabriquer des plaques de verre qui sont collées sur des panneaux d'aluminium. Mais on peut avoir aussi des effets multiples même sur des monochromes. Alors encore une fois, ici, on n'a pas l'objet physique lui-même, donc le rendu n'est pas très bon. Hein. Là, vous voyez juste des aplats de couleurs. Mais voilà, Phil Sims a réussi à fabriquer une peinture acrylique dans laquelle il introduit des particules métalliques et des particules de mica qui fournit dans ces monochromes une expérience visuelle très riche avec des réflexions, des iridescences. Autre exemple, c'est typiquement ce que fait Christiane Grimm dans ses photographies. Vous voyez qu'elle va exploiter le phénomène de polarisation de la lumière. La polarisation, vous avez tous entendu parler des polariseurs pour les appareils photo. Hein. Ça va jouer sur l'orientation des champs électriques et magnétiques qui composent la lumière. Et puis, alors c'est marrant parce qu'ici on le voit pas du tout. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer un visage là. Donc c'est une photographie très diffusante. Elle a toute une série de photos, de portraits très diffusés comme ça, qui sont... On la voit pas très bien parce qu'il y a de la diffusion supplémentaire qui vient de la fenêtre. Voilà. Autre exemple d'exploitation de diffusion, c'est ce qu'a fait Adrien Lucas. En Belgique, je crois. Voilà, il s'est amusé à reproduire des effets poétiques et imaginés que donnerait le soleil sous incidence rasante dans des situations boréales ou arctiques. Voilà, donc vous voyez ici, effet de tapis végétal avec un soleil à 11,4 degrés au-dessus de l'horizon. Donc il y a des nuances un peu différentes quand il va changer l'angle. Donc là, il joue vraiment sur les effets de diffusion et de diffusion colorée pour obtenir ces effets. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher, je suis désolé, ça a été ma petite faiblesse, de mettre des exemples de photos que ma fille a réalisées. Donc, vous voyez qu'elle s'est emparée d'objets de l'optique, c'est des miroirs, des lentilles, et elle a réalisé une série de photographies qui va exploiter tous les effets interférentiels dans les couches minces qui recouvrent ces objets pour obtenir des effets colorés qui se superposent. Voilà. Autre personne qui exploite beaucoup la physique et l'optique dans la matière, c'est Olafur Eliasson, donc un artiste islandais. Vous voyez ici des effets de réfraction dans cette œuvre qui est vraiment magnifique, avec des effets colorés qui vont changer selon ce qu'on projette et selon ce avec quoi il va recouvrir ses billes. Donc, vous voyez la taille de l'œuvre. Mais donc ça, il joue bien sûr sur la réfraction dans les billes. Il a exploité également pas mal la polarisation et la diffusion. Donc ça, c'est un très grand vitrail avec une partie neutre et une partie où sont exploités des effets de polarisation de la lumière. Et puis, quelque chose de très différent, peut-être que vous vous souvenez au début, je vous ai parlé de diffusion Rayleigh, c'est-à-dire celle qui explique le bleu du ciel. Elle explique aussi la coloration des yeux bleus. Les yeux bleus, ce n'est pas un pigment, mais c'est la présence d'objets tout petits qui diffusent la lumière plus efficacement dans la partie bleue du spectre. Alors, Anne Goyer, je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, et elle avait l'habitude de travailler avec de la craie et du bitume, c'est-à-dire un hydrocarbure naturel qu'elle va chercher quelque part dans le Massif central et qui fournit une couleur noire-brune très sombre. Et elle s'était aperçue que dans certaines conditions, elle voyait des reflets bleus sur ces bitumes mélangés à de la craie. Donc elle a cherché à en savoir plus et elle est allée frapper à la porte d'une collègue de l'Institut Lumière-Matière à Lyon, qui est un autre laboratoire qui s'intéresse à l'interaction lumière-matière, Anne Pilonnet, et elles ont travaillé là-dessus et elles ont expliqué cette coloration bleue et elles ont pu l'exploiter. Et maintenant, Anne a intégré ça dans
dans ces peintures. Et vous voyez la profondeur du bleu qui est obtenue, c'est vraiment incroyable. Alors que la couleur, il n'y a aucun pigment bleu là-dedans. C'est uniquement des toutes petites particules de craie qui sont suffisamment petites par rapport à la longueur d'onde pour fournir cette diffusion typique dont je vous ai parlé, qui est la plus efficace pour la partie bleue du spectre visible. Donc le fond ici est totalement noir et elle recouvre ça avec un glacis transparent qui contient de très fines particules de craie. Et elle m'a expliqué qu'elle ne pouvait obtenir ça qu'avec certains pinceaux et qu'elle avait demandé à des stagiaires d'essayer de reproduire ça et que le geste a l'air vraiment très important parce qu'ils n'arrivent pas à reproduire cette couleur bleue. En fait, le coup de pinceau permet de trier en taille les particules de craie. Elle pile de la craie avant de la mélanger avec un glacis. Elle arrive à avoir un geste qui sélectionne des toutes petites particules qui permettent d'obtenir cette couleur bleue qui, du coup, puisque son origine est due à la diffusion Rayleigh, qu'elle a appelé le bleu Rayleigh. Voilà. Et avec Anne Pilonnet, elles ont amélioré la technique de manière à augmenter la saturation de la couleur. Voilà, pour terminer, aussi dans le cinéma expérimental, certains artistes ont pu soit ajouter des couches minces à leur pellicule pour obtenir des effets colorés avec des interférences, soit au contraire, avec du scotch un peu fort, parfois retirer des coupes de pellicule et en rajouter d'autres ensuite, de manière à obtenir des effets un peu psychédéliques dans leur film. Voilà, donc il s'agit encore d'effets physiques, mais cette fois-ci pour du cinéma artistique. Voilà, j'en ai terminé. Alors pour conclure, je dirais que ces couleurs, elles apportent une expérience visuelle qui est très riche et très différente de celle qu'on peut obtenir avec des pigments. Ces couleurs sont très complémentaires des couleurs pigmentaires. Elles permettent de générer la plupart du temps de la profondeur. Elles jouent beaucoup lors de l'observation sur la troisième dimension. C'est des effets qui sont difficiles à maîtriser. Même avec l'aide de scientifiques, vient de vous parler du bleu Rayleigh. La maîtrise de la matière pour obtenir ces effets est loin d'être évidente. On a très souvent des combinaisons complexes d'effets, soit des mélanges d'effets pigmentaires et d'effets physiques, soit plusieurs effets physiques à la fois. Et puis, ils ont été produits par hasard. On se doute bien que la coupe de Lycurgue, elle a bien dû naître d'un hasard de production, un jour, de verre coloré. Soit on connaît l'origine physique et on essaye de l'exploiter, ça c'est ce que font plutôt les artistes contemporains. Et puis, ça peut être, les effets physiques peuvent être l'objet d'art eux-mêmes. Voilà. Et pour terminer, je vous ai mis un petit texte de Proust où il y a une magnifique description de couleurs dues à des effets physiques. Je vous laisse lire si ça vous intéresse et je vous remercie de m'avoir écouté. On va profiter de la pile presque toute neuve du micro s'il y a des questions. Donc, il y a eu des phénomènes qui ont été utilisés avant d'être découverts, hein. Mais il y avait bien des personnes qui essayaient de le comprendre avant. Je ne sais pas s'il y a des traces de ça, de cette... je ne sais pas comment on appelle ça, physique avant la physique ou alchimie, alphysique. En effet, ça c'est une question très intéressante. Par exemple, sur le sujet que je connais bien, qui est celui de la plasmonique, les premiers indices, c'est Michael Faraday, qui a émis l'hypothèse, sans la prouver, que la couleur était certainement due à la présence d'or sous forme cristallin. Voilà, et non pas sous forme ionique dispersée. Mais ça, c'est milieu 19e siècle. Ça a été confirmé un petit peu plus tard par des observations microscopiques.
Et les premières théories d'explication, c'est début du XXe siècle. Donc c'est tout récent. Les explications, les textes des alchimistes, par exemple, c'est des choses très fumeuses qui n'ont vraiment rien à voir avec la réelle explication physique. Donc il y a eu certainement des tentatives d'explication, mais il faut vraiment attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour voir quelque chose de sérieux apparaître. Je dirais que tous les effets interférentiels, dans ces coupes minces qu'on a vus, les exemples de période abbasside par exemple, là clairement, même si les gens ont pu se poser la question, là c'est pareil, il a fallu attendre les premières idées, pareil, je dirais début 19e siècle, pour avoir les premières idées de la nature ondulatoire de la lumière, pour avoir un début d'explication rationnelle de ces effets-là. Donc oui, mais ça c'est assez fascinant quand même, de voir la maîtrise de techniques artisanales et artistiques bien avant la compréhension des phénomènes inhérents, qui sont à l'origine de ce qui était obtenu. Non, je pense que là, il y a dû avoir deux choses. Il y a eu la rencontre entre un artisan très doué pour le travail du verre et peut-être le même ou son atelier ou d'autres gens qui étaient arrivés à fabriquer du verre bichromatique. Mais il faut imaginer que, n'ayant aucune idée de l'origine du truc, contrairement aux artistes contemporains qui peuvent s'appuyer sur des recherches scientifiques pour développer de nouveaux effets visuels et colorés, là, ce n'est que le fruit du hasard, d'essais d'amélioration et de transmission aussi. Et ça reste encore assez mystérieux. C'est ça qui est assez beau d'ailleurs. Bien, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à vous diriger doucement mais sûrement vers le premier étage où se trouve donc l'installation Volvox pour une explication en direct de Bruno Palpan. Merci. Là, vous voyez bien du bichromatisme. Si, à part pour ceux qui sont là dans certaines conditions, vous voyez ces billes de couleur orangée. Okay. Et puis, lorsque on dispose de deux lampes qui sont strictement identiques, qui envoient la même lumière, mais si vous êtes à une position fixe, ça vous donne deux conditions d'observation différentes, c'est-à-dire deux angles d'observation différents. Donc pour les personnes qui sont là, actuellement, vous regardez à travers et vous voyez les objets bleus, bleu transparent. C'est exactement la même couleur que l'on va observer ici. Alors ici, il y a des effets supplémentaires de réfraction dans la sphère et dû à la lentille. Mais vous voyez clairement la dominante bleue. Alors que si, pour ceux qui sont là-bas, si vous regardez les objets, ils apparaissent orange. Okay. Et donc, pourquoi on a ça? C'est parce que ici, on a des capsules en verre qui contiennent une solution avec des nanoparticules d'or. Ces particules ont une taille telle que les deux phénomènes de diffusion de la lumière et d'absorption de la lumière ont à peu près la même intensité. Okay. Mais on va solliciter l'un ou l'autre de ces phénomènes selon la position sous laquelle on va observer les objets par rapport à la source lumineuse. Donc là, ce que j'observe en transmission, c'est la lumière qui est transmise par les objets, c'est tout simplement la lumière blanche que j'ai envoyée, mais dont une fraction colorée a été absorbée par les particules métalliques via cette résonance plasmon. Et je me retrouve avec la couleur bleue, qui est la couleur complémentaire de celle qui est absorbée grâce à ce phénomène. Alors que lorsque je fais une observation en diffusion, donc c'est là où vous observez la couleur orange, et bien la diffusion
la lumière est envoyée, une partie de la lumière est déviée, et cette déviation va être, du point de vue spectral, du point de vue coloré, va être majoritairement, on va dire, dominée par la résonance plasmon. Donc la couleur que vous observez correspond directement à cette couleur d'excitation des électrons à l'intérieur de ces petites entités métalliques. Donc on se retrouve avec deux couleurs qui sont quasiment des couleurs complémentaires. Donc le tout est mis en scène dans cette grande sphère en mouvement. Beaucoup de gens nous demandent s'il y a un système magnétique pour faire tourner la sphère. En réalité, on peut quand même dévoiler le secret. Non, là, il n'y a pas de système magnétique. Il y a une platine de DJ qui est cachée par le cache ici, par la boîte. Et la boîte est évidée de manière à ce que la sphère vienne juste en contact avec cette platine qu'on a programmée électroniquement pour lui imprimer des mouvements de rotation dans un sens ou dans l'autre avec des accélérations. Alors l'autre scientifique du groupe, qui n'est pas là aujourd'hui, Jean-Marc Chomaz, lui il est spécialiste d'hydrodynamique, il est directeur de recherche au CNRS, donc il ne fait pas du tout d'optique et de plasmonique. En revanche, il fait beaucoup d'arts et sciences, et il est spécialiste des turbulences dans les liquides. Et en l'occurrence ici, en imprimant des accélérations et des décélérations à ces billes, qui sont non pas dans de l'eau mais du glycérol, c'est un liquide très visqueux, eh bien on arrive à les faire monter, hein, on crée des vortex qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais dont l'action sur les billes est de les faire monter et pas seulement tourner au gré des rotations de la platine. Voilà, et donc ça permet d'explorer différentes dimensions lors de ces rotations. Il y a plein d'effets physiques, d'effets optiques qui sont mêlés, outre la résonance plasmon qui donne la couleur et le bichromatisme. Vous voyez des effets de franges ici, vous voyez des effets colorés de chromatisme là qui sont dus à la lentille qui va agir différemment selon la couleur. Et vous avez l'effet poisson rouge, hein, vous voyez les billes qui sont proches du bord de la grande sphère, vous les voyez beaucoup plus grandes que ce qu'elles ne sont en réalité. Voilà, donc c'est toute cette mise en scène qui nous permet de magnifier, on va dire, le bichromatisme dû à cette résonance plasmon pour que vous puissiez en avoir une expérience intéressante. Et le tout est complété par une création sonore qui a été réalisée par le quatrième du groupe, du coup, Tom Georgel, qui est un jeune compositeur qui est installé à Berlin et qui a travaillé l'année dernière en résidence au laboratoire pour créer une œuvre inspirée directement par la partie plastique. Voilà. Donc même phénomène que la coupe de liqueur, mais avec des couleurs différentes et dans une mise en scène